Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence virtuelle intitulée « La stratégie de la ferme à la fourchette en France, cultiver et consommer bio », organisée par Euractiv. Je m'appelle Mathieu Collet, je suis journaliste pour Euractiv et j'aurai le plaisir cet après-midi de modérer ce débat. Cet événement est organisé avec l'appui de la Direction Générale Agriculture de la Commission Européenne et plus particulièrement grâce à son programme IMCAP qui vise à expliquer et sensibiliser les citoyens européens à l'agriculture et au développement durable par le biais notamment de la PAC au sein de l'UE. Vous pouvez à tout moment réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag EADebates. Et vous qui nous regardez actuellement, vous pourrez aussi poser vos questions directement à nos invités en précisant bien votre nom, l'objet de votre question et la personne à qui elle est adressée. Avant de leur laisser la parole pour une note d'introduction, laissez-moi faire le tour des intervenants qui seront avec nous aujourd'hui, qui ont gentiment accepté notre invitation. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Donc Elena Panichi, donc chef d'unité au sein de la Commission européenne et plus particulièrement de la Direction générale à l'agriculture et encore plus particulièrement donc en charge de l'agriculture biologique. Jérémy De Serle, donc député européen et membre également du comité agriculture au sein du Parlement européen et éleveur aussi. On en rediscutera. Mylène Testu-Neves, bonjour, donc sous-directrice compétitivité au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation française. Loïc Madeline, secrétaire national à la Fédération nationale d'agriculture biologique. Cécile Détang-de-Cendre, donc directrice adjointe agriculture à l'Institut national de la recherche agronomique, donc l'INRA. Et enfin Félix Noblia, agriculture au Pays Basque avec ce beau soleil comme vous pouvez le voir, et aussi membre de Ferme d'Avenir. Donc d'abord quelques chiffres. L'agriculture biologique en France, c'est plus de 47 000 exploitations, 2,3 millions d'hectares, soit 8,5% de surface agricole utile et 6% du marché alimentaire français. Ça représente à peu près 11,9 milliards d'euros. Ce nombre d'exploitations, il a augmenté de 13% entre 2018 et 2019 et les surfaces bio ont elles-mêmes doublé en 5 ans. J'ajoute également que côté consommateur, la dernière étude de l'agence bio révélait que 32% des consommateurs de produits biologiques le sont depuis 2 ans ou moins. Le constat est donc sans appel. Le bio séduit de plus en plus de consommateurs et l'offre semble également être au rendez-vous. Et c'est dans cette tendance que s'inscrit la stratégie de la ferme à la fourchette que nous allons discuter, dont nous allons discuter aujourd'hui. Donc la stratégie de l'Union européenne qui veut promouvoir justement un système alimentaire équitable, sain et adapté à l'environnement. Adapté à l'environnement aussi, on y reviendra parce que cette stratégie est essentielle pour concrétiser le Green Deal. Aujourd'hui, l'agriculture européenne, elle représente 10,3% des émissions de gaz à effet de serre au sein de l'UE. C'est la première fois que la politique alimentaire de l'UE dispose d'une stratégie générale qui englobe toutes les étapes du système alimentaire et qui met les consommateurs et les producteurs au centre du début à la fin de toute cette chaîne. La stratégie, et on y reviendra plus en détail avec nos invités, elle comporte 27 actions concrètes avec des objectifs visant à transformer tout ce système alimentaire d'ici 2030. Sans plus attendre, je vais me tourner vers vous. Merci encore à tous d'avoir accepté notre invitation pour aujourd'hui. Et je vous propose du coup de faire votre note d'introduction. Et puis on va faire dans le même ordre que j'ai fait les présentations. Donc je vous laisse la parole, Madame Panichi. Alors, on ne vous entend pas, Madame Panichi. Bien sûr, muté, donc désolée. Voilà. Après une année encore, on doit être... Ok, donc bonjour et merci de m'avoir invité à ce débat. Je voulais juste dire qu'avec la Commission von der Leyen, la durabilité agricole et en particulier le bio a été mis en lumière sur les plans politiques. La stratégie de la fourche à la fourchette et la stratégie de la biodiversité fixent en effet un objectif de 25% de surface agricole cultivée en Europe au bio dans les prochaines 10 années. Donc, la Commission vient d'adopter à ces propos un plan d'action pour le développement du secteur bio dans les prochaines années qui vise à booster la consommation et permettre donc une croissance harmonieuse de surface pour atteindre l'objectif du 25%. Le plan d'action est conçu sur 3 axes, 23 actions et plusieurs sous-actions qui seront le moteur et la structure de l'engagement que tous les partis devront mettre en place pour la croissance du secteur même dans les prochaines années.
La nouvelle PAC, de son côté, mettra sur la table les éco-schemes pour rémunérer l'engagement des agriculteurs bio et la Commission, en plus, renforcera aussi la recherche et l'innovation pour les bio. Pour conclure, la nouvelle législation bio qui entrera en vigueur en 2022 donnera aussi un cadre législatif stable et uniforme aux opérateurs qui sera fondamental pour devoir développer les bio d'une façon équitable et compétitive. Donc, c'est vraiment le moment du bio. Il faut saisir cette opportunité pour guider la transition de l'Europe vers un système agroalimentaire durable. Merci. Merci beaucoup, Madame Panichi. Je me tourne à présent vers Jérémy Desserles, donc député européen. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité à échanger avec vous cet après-midi. Donc, Jérémy Desserles, je suis agriculteur en Saône-et-Loire. J'élève une cinquantaine de vaches allaitantes charolaises sur une centaine d'hectares. Et donc, du coup, je suis aussi pleinement investi dans les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, parce que depuis que je suis député européen, je siège à la commission agriculture et développement rural, et puis je siège aussi dans la commission commerce international. Donc, je pense que, voilà, au vu de ce qui vient d'être dit par la commission, il y a effectivement intérêt à ce que l'agriculture, au travers des différentes politiques publiques européennes, essaye de s'orienter ou continue de s'orienter plutôt vers des nouvelles pratiques. Et bien sûr, dans ces nouvelles pratiques, il y a le bio. Alors je pense, mais je le redirai au travers de nos échanges, qu'il faut quand même, sur ces sujets-là, être le plus rationnel possible et le plus pragmatique possible. Bien sûr qu'il faut accentuer l'accompagnement vers l'agriculture biologique, mais il ne faut pas non plus mettre de côté toutes les bonnes pratiques durables. Et je pense que l'agriculture européenne a cette vertu-là d'être une des agricultures les plus durables du monde. La France, dans un classement annuel, ressort souvent comme l'agriculture la plus durable, l'alimentation et l'agriculture la plus durable du monde. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que dans nos échanges, nous ayons aussi la capacité de reconnaître ce que les agricultrices et les agriculteurs de notre continent ont déjà fait en matière de durabilité. Donc voilà, et du coup, dans l'approche bruxelloise des choses, nous devons vraiment avoir cette capacité-là à reconnaître les choses. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup, on aura l'occasion d'y revenir. Madame Tessu-Neves, bonjour, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la parole à votre tour. Alors, je pense que vous êtes coupé aussi au niveau du son. Ah. Alors, non, on ne vous entend pas. Alors, je reviens vers vous dans un instant, le temps de régler ce petit problème technique. On va passer à Loïc Madeline. Monsieur Madeline, du coup, je vous laisse la parole. Bonjour, merci de m'accueillir dans cette conférence. Donc, Loïc Madeline, je suis producteur en agriculture biologique en Normandie, installé en bio depuis 2012 sur une ferme de polyculture élevage de 80 hectares, avec un peu d'élevage de vaches allaitantes, de la production de céréales et de la diversification lentilles, pommes de terre. Je représente aujourd'hui la Fédération nationale d'agriculture biologique, dont je suis le secrétaire en charge des questions de la PAC. Donc le sujet nous intéresse au plus haut plan. Et nous, en guise d'introduction à la Fédération nationale d'agriculture biologique, on poursuit 3 objectifs forts dans cette future PAC, à savoir le premier, de développer la bio à travers l'aide à la conversion, mais on en reparlera, de pérenniser les systèmes pour pouvoir les transmettre, parce que je vous rappelle que la transmission, l'installation et le changement de main des fermes est aussi et vraisemblablement le sujet de la décennie à venir. Donc pérenniser et transmettre les fermes à travers un paiement pour service environnemental, et enfin rendre accessible
à tous la bio, notamment par le biais des cantines ou par le biais du tarif social. Donc on est vraiment aujourd'hui dans le sujet de la ferme à la fourchette. Merci beaucoup. Alors, je crois que ça remarche pour Madame Testun-Neves. Est-ce que je vous entends? Est-ce que je peux vous entendre? Suis-je le seul à ne pas entendre Non? Alors, je nous laisse encore 2 petites minutes, du coup, en attendant Cécile descendre, si vous voulez bien voilà, prendre la parole. Alors, je ne vous entends pas non plus. Alors. Je ne sais que vous dire. C'est bon, ça marche. Donc, je recommence. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Les joies des lives en temps de Covid. Oui. Alors, donc moi, je suis chercheur à INRAE, puisque maintenant on a rajouté un E, du fait de la fusion entre INRA et IRSTEA. Nous avons produit un ouvrage sur la réforme de la PAC, et puis nous avons produit aussi un travail pour le Parlement européen sur l'articulation entre Green Deal et PAC, et c'est donc en m'appuyant sur ces deux travaux-là que je vais faire mon intervention aujourd'hui. Alors, juste pour rappeler que, comme le disait très bien Madame Panici, le Green Deal est certainement l'occasion de redonner une ambition nouvelle on va dire, au projet européen, et c'est le bienvenu. Et à ce titre-là, pour l'agriculture, c'est aussi l'occasion de relever 3 grands défis qui sont le défi environnemental, mais aussi un défi économique, parce qu'il faut que les agriculteurs puissent, dans ce contexte-là, continuer de dégager des revenus. Et puis, c'est un 3e défi qui est le défi du renouvellement des générations. Et dans ce cadre général, clairement, l'agriculture biologique et son développement va jouer un rôle. Et comme le dit très bien Monsieur de Cerne, il faut réfléchir le développement de l'agriculture biologique de façon concertée avec l'ensemble des enjeux qui se posent à l'ensemble du secteur agricole. Une fois qu'on a dit ça, donc c'est l'objectif pour les secteurs agricoles, mais ça doit être réfléchi avec l'ensemble des acteurs, les agriculteurs, les transformateurs, les consommateurs. Et donc, on ne peut faire porter l'ensemble de cette transformation sur le seul dos de l'agriculture et du secteur agricole, et il sera très important, et c'est ce que propose d'ailleurs le Farm to Fork, mais aussi plus généralement le Green Deal, de réfléchir sur une démarche agricole et alimentaire. Et à ce titre-là, la PAC, qui est sur le métier, là, quand on va voir la sortie du trilogue rapidement, elle doit être ambitieuse, cette PAC, et elle doit s'inscrire clairement dans le contexte du Green Deal. Et donc, je reviendrai dans l'ensemble de mes réponses sur ces différents points. Oui, on reviendra évidemment sur la PAC, un sujet, on ne peut pas faire l'impasse de la PAC si on parle d'agriculture à l'échelle européenne. Félix Noblia, bonjour, je vous laisse la parole, et puis ensuite on reviendra chez Mylène Testun-Neves en espérant que la 3e fois soit la bonne. Félix Noblia, on vous écoute. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, je suis aujourd'hui avec vous en tant que représentant de l'association Ferme d'Avenir. Nous travaillons sur l'agriculture biologique, mais pas seulement, sur tout ce qui concerne aussi l'agroécologie de manière plus générale, et donc avec les 3 défis que vous venez de citer, qui sont à la fois les défis environnementaux, les défis économiques et le défi de renouvellement des générations, avec les programmes de compagnonnage et tout ça. Ces 3 défis-là, en fait, il faut vraiment avoir en tête que le premier, c'est une question de sauvegarde de l'humanité. Les 2 autres, c'est une question de sauvegarde de l'humain. Mais le défi environnemental, en perdant cette guerre contre le dérèglement climatique, et ça doit être la seule entrée que nous devons avoir, en perdant cette guerre contre le dérèglement climatique, on prend le risque qu'il n'y ait plus d'agriculture dans les prochaines années dans nos territoires. Et on est au Pays Basque et on a déjà eu plusieurs fois 40 degrés, on est encore qu'au mois d'avril. Enfin,
c'est vraiment très inquiétant. Sur la question du renouvellement des générations et des défis économiques, la question, c'est comment on ramène de la valeur ajoutée de manière plus importante sur les fermes, comment on permet aux agriculteurs de gagner leur vie. Et en fait, c'est là où on se rend compte que tout est lié. Alors, l'histoire des éco-régimes est une des solutions par le paiement de services écosystémiques, mais en fait, ce que je veux vous dire au travers de cette intervention et de mon intervention le long de cette présentation, c'est que tout est lié en agriculture. Quand on va parler d'agronomie, quand on va parler de sol, quand on va parler de climat, quand on va parler de politique agricole et de consommation de modèles alimentaires et de santé, en fait, tout est lié. Et donc, on a aujourd'hui le choix. Merci. Merci à vous. Je reviens vers Mylène, du coup. Est-ce que c'est bon cette fois? Mais je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Ça l'est, je vous en prie. Je n'ai rien touché, c'est les miracles de la technologie. Exactement. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation à participer à ce débat. Alors moi, en introduction, beaucoup de choses ont été dites par les uns et les autres, donc je vais faire court. Moi, je suis donc sous-directrice compétitivité dans une des directions générales du ministère de l'Agriculture en charge de l'agriculture française. Et donc, effectivement, au ministère de l'Agriculture, on est donc en charge de la politique de développement de l'agriculture biologique. Mais on ne fait pas ça tout seul, et comme certains l'ont dit, on fait ça avec l'appui d'opérateurs publics, mais également de l'ensemble des acteurs de la bio, dans le cadre d'un programme Ambition Bio qui existe depuis 15 ans au niveau en France. Le dernier est un programme qui a été établi il y a quelques années jusqu'à l'horizon 2022, donc c'est notre programme Ambition Bio 2022. Et il met autour de la table tous les acteurs qui ont à voir avec le développement de l'agriculture biologique et de la consommation aussi biologique en France. Et on s'appuie également sur des opérateurs spécialisés. Donc en France, on a créé depuis une vingtaine d'années un GIP, un mouvement d'intérêt public qui s'appelle l'Agri Bio, et qui nous aide à travailler avec les différents opérateurs de la bio, que ce soit les producteurs, les transformateurs, mais même les distributeurs autour des questions de la bio, à travailler sur la consommation, la connaissance du secteur de la bio, la structuration des filières, et également avec l'INAO, qui est notre institut national de régulation de la qualité d'origine, qui nous appuie sur la mise en œuvre du règlement bio. Et donc, vous voyez, en France, on a structuré depuis longtemps, depuis 15-20 ans maintenant, tout ce soutien à l'agriculture biologique qui décolle vraiment depuis un peu moins de temps, mais qui finalement est enraciné depuis longtemps. Et donc, on est en tout cas très content de voir que le plan d'action bio sur l'agriculture biologique qu'a présenté la Commission européenne rapidement dans son introduction reprend des axes de travail et des actions que finalement on avait déjà commencé à anticiper dans le programme Mission Bio pluriannuel qui nous permet de travailler sur tous les angles de la bio, pas seulement la production agricole, mais également la structuration des filières, mais également la recherche et le développement, également la comment stimuler la consommation. Donc voilà, tous les aspects doivent être pris en compte pour avoir un approche systémique qui permette le développement du bio. C'est donc un objectif très important pour favoriser les transitions agroécologiques qui sont un objectif plus global, comme M. Dessart l'a dit, pour l'agriculture française et européenne en son ensemble. Voilà ce que je voulais dire en introduction, en espérant que ça marche. Merci beaucoup. Alors, le sort s'acharne puisqu'on ne vous entend pas très bien. Je vous invite peut-être à bien connecter votre micro. Je ne sais pas par quel moyen vous communiquez avec nous. Sinon, on va essayer de régler ça. Prochainement. Avant de passer, merci à tous déjà, et avant de passer aux questions, je rappelle juste voilà que vous qui nous regardez, vous pouvez poser directement vos questions à nos intervenants depuis la plateforme. Donc n'hésitez pas à adresser vos questions. On va rentrer dans le cœur du débat. Déjà en introduction, vous avez dit pas mal de choses intéressantes sur lesquelles on va forcément revenir, et je l'espère évidemment. On a un laps de temps qui est relativement court pour parler d'un sujet aussi important. Mais j'aimerais d'abord me tourner vers Madame Panicki, et j'aimerais vous demander si vous pouviez nous expliquer très clairement quels sont les objectifs de cette stratégie. Il y a eu pas mal d'objectifs chiffrés d'ici 2030, et j'aimerais savoir si vous pouviez revenir dessus pour nous.
Oui, oui, bien sûr. En fait, bon, si on prend les textes tels comme il a été publié le printemps passé de la stratégie de la ferme à la fourchette, l'Union se fixe pour objectif ce de réduire l'empreinte environnementale et climatique de son système alimentaire, de renforcer la résilience, de garantir la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique et de perte de la biodiversité, et de piloter une transition mondiale vers la durabilité compétitive de la ferme à la table et d'exploiter de nouvelles opportunités. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire de guider la transition du système agroalimentaire européen, donc de la production agricole et de la transformation des aliments, telle comme elle est conçue aujourd'hui, vers un système agroalimentaire durable, où la durabilité est conçue à 360 degrés, donc pas seulement limitée à une durabilité environnementale, mais aussi une durabilité économique et sociale. Comment faire ça? Donc, dans la stratégie, comme vous l'avez bien dit, il y a pas mal d'objectifs chiffrés et la Commission se fixe tous ces objectifs dans un délai de 10 années. Donc, par exemple, réduire l'utilisation de pesticides chimiques de 50%, de diminuer de 50% les pertes de nutriments sans la détérioration et la fertilité du sol, diminuer les recours aux engrais d'au moins 20%, réduire du 50% l'utilisation d'antimicrobiens destinés aux animaux et surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est de aboutir à un niveau de rejoindre le 25% de surface agricole européen cultivée au bio d'ici à 2030. L'agriculture biologique est en fait une pratique respectueuse de l'environnement et qu'il faut bien continuer à développer. Et dans ce cadre, la Commission encouragera le développement de l'agriculture biologique pour bien atteindre ces objectifs du 25% du total. Comment faire ça? On le verra au cours du débat, mais il y a pas seulement les plans d'action qui étaient déjà inscrits dans la stratégie Farm to Fork. Il y aura aussi des moyens déployés de la PAC, de la part de la PAC, et aussi le renforcement de la recherche, comme je viens comme j'ai introduit au début du débat. Donc, tout ça focalisé pour bien rejoindre et supporter le développement de surface d'ici 2030 pour arriver à 25% de surface européenne cultivée en bio. Et je me permets de rebondir tout de suite dans les textes qui exposent cette stratégie. On voit souvent l'expression de denrées alimentaires durables. Est-ce que, histoire de bien poser le débat, vous pourriez vraiment nous expliquer qu'est-ce qu'une denrée alimentaire durable? À quel critère elle répond? La denrée alimentaire. Pardon? À quel critère elle répond, cette denrée alimentaire durable? C'est une denrée alimentaire qui, en fait, répond à un cadre, une image d'une durabilité, un concept de durabilité à plus ample niveau. Pas seulement, jusqu'à maintenant, on parlait de durabilité environnementale, mais maintenant, la durabilité doit être vue. Donc, la durabilité des aliments, les aliments durables doivent être vus et conçus dans une durabilité à 360 degrés. Donc, des aliments qui sont produits avec respectueux de l'environnement, mais aussi des aliments qui sont produits avec une certaine pour lesquels l'agriculteur est payé d'une façon correcte et surtout qui donnent des possibilités de développement social au milieu rural. Et vous le disiez aussi en introduction de votre réponse, cette stratégie, elle s'inscrit aussi dans le Green Deal, donc quelque chose de plus global. Et j'aimerais me tourner vers Jérémy De Serles, lui qui est membre, vous qui êtes membre de la Commission Agriculture et Développement Rural au Parlement européen, et vous demander comment cette stratégie va permettre à l'UE d'atteindre ses objectifs en matière de réchauffement climatique. Alors à savoir, donc les objectifs du Green Deal, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Monsieur De Serles. Comment elle va réussir à atteindre les ambitions? C'est bon, vous m'entendez? Oui.
Comment elle va réussir à atteindre ses ambitions? Je pense qu'elle les atteindra en étant le plus cohérent possible avec les possibilités qui sont données au secteur d'activité qui vont être sollicités. Donc là, par exemple, si on prend juste le sujet de la neutralité carbone, si tant est qu'il y a une profession et peut-être un secteur dans cette profession qui peut jouer pleinement son rôle, c'est l'élevage. Félix nous parle depuis le Pays Basque. Je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs dans le Pays Basque qui produisent avec des systèmes d'exploitation basés sur la pousse de l'herbe et sur des systèmes herbagés. Eh bien, ces systèmes herbagés sont des puits de carbone et donc nous devons, l'Europe doit accompagner ce genre de système d'exploitation-là, doit les accompagner aussi financièrement pour qu'ils puissent continuer de contribuer activement à cet objectif de neutralité carbone. Et ensuite, par rapport à ce qui vient de nous être dit sur la stratégie Farm to Fork un peu plus globalement, moi, ce que je pense que nous devons essayer de faire, c'est de mettre en face des ambitions de baisse d'utilisation de pesticides, d'augmentation de surface en agriculture biologique. Nous devons mettre en face de tout ça des réalités économiques et des objectifs économiques aussi pour les agriculteurs et pour les secteurs d'activité qui vont être concernés. Qu'est-ce que c'est des objectifs économiques? C'est aussi apporter une alternative. Ceux qui utiliseront moins de produits phytosanitaires, eh bien, il faudra aussi qu'on essaye de les accompagner vers une alternative qui est réelle et qui ne les met pas en péril économiquement aussi. Et puis, tout ça doit aussi se traduire par une capacité de l'Europe et de son agriculture à nourrir sa population. Bien sûr qu'il faut qu'on la nourrisse quantitativement et qualitativement, mais il faut aussi pas négliger le fait que quantitativement, nous devons aussi avoir des capacités de production qui répondent aux attentes. Donc voilà, faut qu'on essaye, pour atteindre l'objectif, faut qu'on essaye d'être cohérent dans les objectifs, dans les ambitions qu'on se donne environnementales avec les capacités économiques qui sont les nôtres. Et on reviendra évidemment sur les pesticides un petit peu plus tard. Mylène Testu-Neves, quand on a préparé le débat, vous m'avez fait part de la nécessité justement, et c'est ce que vous disiez aussi en introduction, de faire appel à tous les acteurs et de voir ce problème de manière globale et de manière exhaustive. En quoi est-ce important justement d'adopter cette approche holistique pour parler d'agriculture biologique, Mylène? Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Oui, bon, parce que je ne peux rien faire sur le micro. Tout à l'heure, ça a marché. Là, le son est très bien pour moi. Bon, très bien. Donc non, je ne sais pas à quel point vous avez entendu ou pas finalement l'introduction, mais je disais que c'est vraiment important d'avoir une approche holistique parce qu'aujourd'hui, parler d'agriculture biologique, c'est comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, si on veut développer l'agriculture biologique, il faut le faire de manière équilibrée, harmonieuse, et pour cela, il faut qu'il y ait quelque part un marché derrière avec des consommateurs qui soient capables de rétribuer aussi les efforts consentis par les agriculteurs. Et entre les deux, il faut une chaîne alimentaire qui fonctionne, avec du coup une filière sans doute structurée pour qu'on ait des capacités de transformation, de distribution qui suivent la production. Donc, de même, on ne développera pas forcément la production agricole si les producteurs n'ont pas les moyens de recherche et développement qui suivent, qui leur permettent d'adapter leurs techniques en fonction derrière de ce que pourront être la demande, ce que pourrait être la demande des consommateurs. Donc c'est vraiment un tout. Et c'est ce qu'on a essayé de faire au sein du programme Ambition Bio depuis plusieurs années. Donc, bien entendu, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, notre programme. On apprend en marchant aussi. Mais on a réussi avec ce programme à mettre tous les acteurs autour de la table et à pouvoir discuter de tous les axes de la production à la consommation, passant par la R&D, la formation aussi, puisqu'au ministère de l'Agriculture, on encadre également tout ce qui est formation technique et supérieure en agriculture et en agronomie.
Et on pense vraiment, donc c'est important d'avoir un accompagnement dans toutes les dimensions, ce que reprend la stratégie Farm to Fork finalement dans son approche et le plan d'action biologique de l'Union européenne. On aura l'occasion plus tard de revenir sur la formation et sur l'innovation, qui sont évidemment aussi des piliers nécessaires pour une stratégie d'avenir. Avant ça, et je suis obligé, on ne peut pas faire l'impasse non plus de la pandémie, qui ne vous a sûrement pas échappé. Et j'aimerais vous demander, Cécile, est-ce que la pandémie que nous traversons actuellement a renforcé le besoin pour l'UE d'une souveraineté alimentaire? Alors, est-ce qu'elle a renforcé le besoin? C'est une autre. La première question, c'est clair qu'elle a remis la question sur le devant de la scène. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même, on va dire les choses. La sécurité alimentaire européenne n'est pas mise en danger et n'a pas été mise en danger au moment de la pandémie. Si on a rencontré quelques problèmes, ce sont certainement plus des problèmes de logistique que des problèmes de production. Et même clairement, l'agriculture européenne a montré toutes ses capacités à réagir et à fournir une alimentation tout au long de cette crise. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, elle est remise sur le… cette question, elle est réapparue parce que nos concitoyens ont aussi, au moment de ces petits défauts logistiques, se sont retournés vers notamment les circuits courts, vers des consommations plus directes, plus locales. Et à ce moment-là, cette question, elle a été… on va dire les journalistes se sont emparés de cette question-là. Mais il faut quand même avoir en tête que la sécurité alimentaire n'a pas été mise en danger. En revanche, elle a permis de mettre sur la table la qualité et une attirance et une demande accrue pour des produits plus localement. Et donc, une question de traçabilité. Merci, et vous me faites mes transitions, puisque je voulais parler justement de cette nouvelle tendance vers le local, vers le suivi court, et je me retourne tout de suite vers Mylène pour savoir si la France est suffisamment armée pour proposer des produits à la fois biologiques et à la fois locaux. Et ma réflexion est de me dire, en tant que consommateur lambda, il y a beaucoup de produits biologiques qui viennent encore de l'autre bout du monde. Alors, l'autre bout du monde, c'est peut-être une façon de parler, mais en tout cas, il faut peut-être parfois faire un choix. On va avoir très facilement des produits de circuit court dans les AMAP qui ne sont pas nécessairement bio. Et à l'inverse, le local et bio est encore peut-être un peu difficile à trouver. Alors, je me trompe peut-être, mais comment la France est-elle suffisamment armée pour proposer les deux? C'est une très bonne question. Bien entendu. Donc, je voulais d'abord vous dire que sur à peu près 50 000 agriculteurs bio en France, on en a près de la moitié qui aujourd'hui font de la vente directe à la ferme. Donc aujourd'hui, en tout cas, le panorama des exploitations bio en France montre qu'on est globalement bien armé, en effet, pour répondre à une demande de circuits plus courts. Vous avez raison, ensuite, les circuits courts, ce n'est pas que le bio. Donc, c'est deux attentes fortes des citoyens, c'est d'avoir davantage la possibilité de faire de l'achat à la ferme ou de l'achat en circuit court, mais aussi d'avoir accès davantage à du bio. Donc, c'est deux objectifs qui ne sont pas forcément contradictoires. Quant à la part des importations, aujourd'hui en France, elles sont finalement assez stables depuis quelques années. Aujourd'hui, en 2019, les derniers chiffres de 2019 montrent qu'elles étaient stables depuis quelques temps à 33%, donc ce qui n'est pas finalement énorme par rapport à la demande de bio en France. Et on pense que, donc voilà, il ne faut pas non plus opposer les modèles, comme ça a été dit par d'autres. On peut avoir besoin d'exporter, comme d'autres on peut avoir besoin d'importer. Il est clair qu'on ne produira jamais d'avocat et que peut-être certains consommateurs ont envie de manger de l'avocat bio. Donc c'est un point à avoir en considération. Donc,
on cherche à développer l'agriculture dans toutes ces dimensions, l'agriculture biologique dans toutes ces dimensions, mais bien entendu, localement, de donner la possibilité à tous nos producteurs agricoles de renforcer, de se convertir, de se maintenir et davantage de producteurs de s'installer sur le territoire pour assurer le renouvellement des générations. Et les circuits courts peuvent être un moyen, en effet, de garantir finalement un revenu qui assure ce renouvellement des générations. Et les circuits courts, on la cote, c'est vrai, et la pandémie n'est certainement pas innocente dans tout ça, puisque privilégier les produits locaux et les circuits courts, c'est la première raison qui pousse les consommateurs à changer leur comportement alimentaire, selon certaines études, et là je cite notamment celle de l'agence Bio. Cécile Détang en décembre, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Juste vous êtes en mute. Ah, c'est bon. C'est bon. Allez-y, non, je vous en prie, allez-y. Les propos de Mylène, très intéressants, sur l'autonomie en agriculture biologique. On a grosso modo entre 25 et 30% des produits d'agriculture biologique qui viennent hors de France. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que clairement, il y a une grande différenciation, comme elle l'a dit. Pour manger des avocats, mais il y a aussi une question de contre-saisonnalité, où la moitié des importations de produits biologiques sont des produits de demande de contre-saison, c'est-à-dire manger des fraises au mois de décembre. Et donc, clairement, il y a une réflexion à avoir et à faire avoir aux consommateurs il faut qu'il fasse des choix, il ne faut pas qu'il soit schizophrène. C'est-à-dire que s'il veut manger local, s'il veut manger en traçant et respectueux de son environnement, eh bien, il va falloir aussi qu'il accepte de faire des choix et manger à la bonne saison les fruits qui sont de la saison de nos latitudes. Donc, je trouve que ça permet juste de rappeler que c'est bien une histoire d'un ensemble, d'un système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir une autonomie et une souveraineté indépendamment de la demande du consommateur. Tout à fait, et c'est vrai que les chiffres montrent aussi qu'il y a une prise de conscience envers ces comportements-là, et justement, les gens ont tendance à de plus en plus consommer de saison, et donc renoncent à d'autres critères peut-être pour consommer. Elena, vous souhaitiez aussi ajouter quelque chose? Sur la ligne de ce que Cécile et Mylène ont déjà dit, c'est vrai que lors d'une crise sanitaire, les consommateurs se tournent automatiquement vers les bio, donc pas seulement vers les locales, mais le bio aussi, c'est un choix qui est une sorte de réaction instinctive que les consommateurs a vers un système de cultivation qui évoque plus de naturalité et de respect de l'environnement. Cela a été déjà démontré lors de crises sanitaires précédentes qu'on a vécues dans les décades précédentes. Et pendant cette crise pandémique, les résultats des ventes de bio ont aussi démontré que l'agriculture bio en est sortie gagnante. Et comme Cécile disait, on ne peut pas dire oui, local et exclure les importations. Ce qu'elle justement pointait, pas mal de quantités à importer, et ça on fait un monitoring assez précis à la commission. Ce sont des produits qui sont soit hors saison ou des produits topicaux qu'en fait les consommateurs choisissent. Donc, c'est vrai que les consommateurs bio se divisent en ceux qui préfèrent les produits bio parce qu'il a un souci environnemental et ceux qui ont, qui ont fait un choix qui va au-delà et qui est un peu plus global aussi sur la localité, sur la saisonnalité, etc. Mais il faut effectivement que chaque consommateur trouve son bonheur dans les produits qu'il trouve dans la distribution agroalimentaire. Loïc Madeline, je vous donne la parole. C'est difficile de concilier toutes ces exigences? Oui, merci. Alors, je pense qu'il est un peu tôt déjà pour tirer les grands enseignements de cette crise pandémique dont on peine à voir le bout. Ce que l'on peut quand même acter aujourd'hui, c'est que la bio peut nourrir. La bio nourrit déjà hein, dans les territoires, on l'observe. La consommation augmente et je crois que cette crise
pandémique, elle a mis en lumière aussi un certain nombre de circuits dont vous parliez tout à l'heure, et notamment mis en lumière le fait que dans les fermes bio, il y a une partie, parfois négligeable, mais il y a une partie de vente directe. Et donc, moi qui suis d'une zone rurale, j'ai vu arriver chez moi des gens qui, ne voulant pas se déplacer ou craignant la promiscuité dans les magasins, se sont arrivés en me disant, moi je voudrais vous acheter des pommes de terre, des lentilles, ou je ne sais pas. Mais ça a quand même mis en lumière ce phénomène-là. Et puis je pense qu'il y a aussi, favorisé par cette crise pandémique, un mouvement, un petit mouvement de ville-campagne que nous on ressent, en tout cas dans nos campagnes, qui fait aussi, qui crée un peu d'idéal autour de cette vie à la campagne, facilité par la possibilité de télétravailler. Mais cet idéal, il est aussi renforcé par la question environnementale et alimentaire. Et dans cette configuration, l'agriculture biologique trouve aussi une réponse intéressante pour ces gens qui arrivent aussi récemment à la campagne. Et on parle de différentes exigences et de comment les concilier, mais Loïc Madeline, il faut aussi se poser la question du prix, qui reste un frein pour les produits biologiques. En 2020, 54% des Français ne trouvaient pas normal, je cite, qu'un produit biologique coûte plus cher. Comment rendre les produits biologiques plus accessibles au grand public? Eh bien, en effet, je pense que je fais partie aussi de ces gens qui pensent que parfois il y a un peu de surenchère de la part de certains intermédiaires. Moi, je vends des pommes de terre à 1,50 €, entre 1,50 € et 1,80 €. Voilà. Donc, je vous laisse le soin de comparer avec ce que vous pourriez trouver dans un rayon de grande surface ou ailleurs. Mais je pense que ce prix idéal, il est lié aussi à une volonté politique de développer une filière et au fait de la rendre accessible. Et je crois que quand la filière bio va vraiment se développer, elle va aussi devenir accessible. Félix Noblia, on vous a retrouvé. On entend souvent dire qu'une agriculture biologique entraîne nécessairement moins de rendement. Donc c'est peut-être une partie aussi de la problématique autour du prix. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours vrai? Et si oui, comment peut-on pallier cela? En fait, il faut avoir en tête aujourd'hui que l'agriculture et la production alimentaire, enfin, je ne vais pas vous donner la réponse que vous attendez, je suis désolé, mais l'agriculture, elle a un coût. Si on prend les externalités négatives des systèmes qui abîment l'environnement, ils ont un coût. Ils ont un coût global pour la société, que ce soit en termes de dépollution d'eau, que ce soit en termes de perte de biodiversité sur les conséquences que ça va avoir à long terme, que ce soit de manière plus importante. Enfin, il ne faut pas oublier que l'agriculture, surtout le modèle alimentaire dans son ensemble, principalement à cause du protoxyde d'azote, est responsable de 25% des gaz à effet de serre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça a un coût pour la société. On est dans un système où climatiquement, on va dans un mur. Alors, le Green Deal met plein d'options sur la table, mais en fait, d'une certaine manière, soit on dépense de l'argent public pour payer des éco-régimes, pour payer de la compensation de services écosystémiques, plus on favorise la question des circuits courts. Donc, effectivement, vendre des pommes de terre à 1,80 € du kilo en circuit, s'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est très abordable pour le consommateur. Mais à un moment donné, il faut être clair par rapport à la politique que l'on veut avoir. Et donc, cette politique que l'on veut avoir, c'est est-ce qu'on fait en sorte que les gens puissent avoir accès à une nourriture qui les rend en bonne santé à un prix abordable, mais pour que ce prix soit abordable, ce prix, il a quand même un coût. Et ce coût-là, les rendements, en fait, ils ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas de l'azote de synthèse, on a forcément, ça je voudrais parler absolument de ce sujet-là, mais on a besoin, en agriculture biologique, de fertiliser les sols. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des systèmes aujourd'hui qui évitent les fuites des systèmes. Donc, on a des pertes d'azote liées à l'érosion, liées au désherbage mécanique intensif. Donc, soit on fait de la conservation des sols en agriculture biologique et la recherche a besoin d'aller là-dedans. Et pour l'instant, à part l'unité de l'INRA de Dijon et le Rodel Institute aux États-Unis, je ne connais pas beaucoup d'unités de recherche qui vont dans cette direction. Soit on est, je ne sais pas comment dire ça, mais en fait, on a un modèle qui a des externalités, même en bio, qui ne sont pas forcément
positif. Mais par contre, on a besoin de refertiliser les sols. Et on a besoin de complémentarité avec les élevages. En fait. Et donc, complémentarité avec les élevages, ça veut dire que si vous voulez de l'agriculture durable, abordable, la conclusion, c'est qu'il faut bouffer de la viande. Mais c'est que vous avez besoin de viande et d'animaux pour refertiliser les sols, en fait, pour boucler la boucle de la fertilité. Et à chaque fois qu'on va parler de systèmes durables, c'est des systèmes de polyculture, élevage agroforestier. Et donc, par rapport à tout ça, si vous avez ces systèmes-là, vous produisez de la biodiversité sur vos champs, vous produisez de la diversité alimentaire, et donc vous arrivez avec des fermes comme la mienne, où on a produit de la viande, où on produit des légumes, où on produit des céréales, et en fait, chaque atelier se complète. Et ça, c'est vraiment hyper important si on veut construire un système durable. Et donc, la politique agricole, plus elle ira vers ça, plus on ira vers de la durabilité, vers des fermes transmissibles et vers des schémas agricoles qui permettent aux agriculteurs de reprendre la main. Et reprendre la main sur les intermédiaires. Et tant qu'on ne reprendra pas la main sur les intermédiaires, on ira dans un mur et le consommateur sera pris en otage. Elena Panicki, vous entendez cette question de complémentarité? Bah oui, bien sûr. En fait, un système agricole doit être un système complet. Donc, voilà, c'est pas envisageable d'avoir un système dans lequel on n'a pas la fertilisation correcte du terrain, surtout dans les bio, on manque des intrants de synthèse. Mais surtout, je voudrais revenir un peu sur les rendements. Et c'est vrai, en ligne générale, l'agriculture bio entraîne des rendements inférieurs par rapport à ceux du conventionnel. Difficile d'estimer combien, il y a des études, des pourcentages, mais vous savez mieux que moi que les productions agricoles, ça dépend de plusieurs facteurs. L'année, les conditions édaphiques, climatiques, etc., la météorologie. Mais ce que je trouve que c'est primordial et très important à tenir en compte, c'est la recherche, investir en recherche et innovation. C'est seulement si on arrive à d'activer par tous les moyens de la recherche en bio pour arriver à compenser, à améliorer les rendements de variétés, de plantes en bio, par exemple en sélectionnant des variétés aptes à la production biologique, si on arrive à bien connaître ces nouveaux matériaux hétérogènes qui, à partir de la prochaine législation bio, on pourra commercialiser, si on arrive à fournir aux agriculteurs les meilleures substances pour contrôler les phytopathologies, etc., c'est seulement à ce moment-là qu'on aura investi en recherche et en innovation qu'on pourra vraiment remplir le gap qu'il y a entre les bio, combler les différences entre les rendements du bio et du conventionnel. Dans cet esprit, je voudrais ajouter que dans l'action plan, le plan d'action qui vient d'être adopté le 25 mars, la Commission a lié 2 actions à ces 2 arguments qui sont clés pour l'agriculture bio. Donc, on a individué les problèmes des rendements et les problèmes des alternatives efficaces pour des inputs qui sont connus pour être controversés, tels comme le cuivre. On a dédié 2 actions qui visent vraiment à focaliser la recherche dans ce secteur pour permettre aux agriculteurs d'avoir de bons outils pour faire face aux défis, pour rendre l'agriculture biologique autant compétitive que celle conventionnelle. Et dans ces cadres-là... Je suis désolé, le temps passe très vite. On a beaucoup d'autres sujets à aborder. Je suis désolé. Jérémy Desserres, vous vouliez ajouter un petit mot rapidement, puisqu'on doit aborder d'autres choses. La question des rendements, j'imagine que vous y êtes aussi confronté en tant qu'éleveur vous-même. C'est pas là-dessus que je voulais réagir, mais je voulais déjà, en complément de ce qu'a dit Félix, que je partage totalement sur l'aspect complémentarité et diversification aussi au sein d'une exploitation. Ça me paraît fondamental qu'on travaille là-dessus. Diversification au sein d'une exploitation, mais aussi au sein des régions de notre continent. Voilà, aussi qu'il y ait une diversification locale. Et ce sur quoi je voulais intervenir, vous avez parlé d'accessibilité de l'alimentation, notamment biologique. J'ai envie de dire aussi, et ça a été évoqué par mes collègues tout à l'heure aussi, en parlant de la schizophrénie du consommateur,
il n'y aura pas d'alimentation durable, d'alimentation biologique ou d'alimentation de qualité sans une rémunération certaine du producteur. Et donc ça, il faut que le consommateur l'ait en tête. C'est à nous aussi, politiques, de le rappeler que plus la qualité alimentaire augmentera, plus la qualité sanitaire augmentera, plus le prix bougera aussi. Et les consommateurs qui disent c'est peut-être un peu trop cher le bio, on peut peut-être regarder aussi la marque de leur téléphone portable ou la marque de leur téléviseur. Enfin voilà, donc du coup, il faut aussi qu'on retrouve dans les attentes du consommateur la cohérence aussi en termes d'actes de consommation. Il y a un travail de pédagogie peut-être à faire en effet, et j'espère qu'on pourra y revenir d'ici la fin de ce débat. Avant ça, on parle des pesticides, des produits phytosanitaires depuis tout à l'heure. Loïc, Madeleine, est-ce qu'on a les moyens techniques et technologiques de se passer des pesticides? Ah ben là, vous parlez à quelqu'un qui n'en a jamais utilisé. Donc, moi, en tout cas, même si ma situation n'est pas parfaite, j'ai expérimenté ça depuis 10 ans. C'est-à-dire que quand j'ai repris la ferme de mes parents, qui était une ferme plutôt laitière, relativement extensive malgré tout, moi, je suis parti avec la fleur au fusil, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a quand même un ensemble très fourni de recherche et de documentation sur les techniques qui permettent de se passer des produits chimiques de synthèse, tout confondu. Je crois que ce qu'il faut bien avoir en tête quand on s'installe et qu'on passe à l'agriculture biologique, c'est qu'on repart du sol, on repart de l'assolement, on recompose quelque chose. L'agriculture biologique, elle a la vertu d'être finalement le label qui propose un modèle agronomique global. Et dans ce modèle agronomique global, eh bien, il y a un certain nombre de compartiments et un certain nombre de complémentarités. Le premier compartiment, c'est en effet le sol, la surface végétale, puis les animaux. Et tout ça doit fonctionner sur un rythme avec une certaine longueur, un sens dans les rotations, un principe d'anticipation pour éviter tous les risques. Et comme on a beaucoup moins accès à du curatif dans les systèmes comme le mien, hein, de polyculture avec de l'élevage, eh bien, on est dans des logiques d'anticipation. Ça oblige à faire cet exercice de pensée qui consiste à se projeter sans arrêt, à imaginer le coup d'après et pas le rattrapage. C'est vraiment une façon d'envisager la pratique agricole un peu différemment. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on aborde maintenant le gros sujet de la PAC. Alors, je vais vous demander d'être le plus concis possible, puisque évidemment, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant très très longtemps. Et j'aimerais commencer avec vous, Jérémy Desserles, monsieur l'eurodéputé. Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui a bloqué, en tout cas, les négociations pour la PAC? Et j'aimerais notamment que vous puissiez peut-être expliquer aux gens qui nous regardent l'engouement ou la défiance autour des éco-schemes. Alors, aujourd'hui, il y a rien qui bloque véritablement la PAC. Il y a des négociations entre les trois institutions. Donc forcément que ça prend un peu de temps parce que les États membres ont leur mot à dire. Le Parlement a une position aussi solide sur les différents textes réglementaires. Et la Commission est aussi là pour alimenter nos réflexions techniquement notamment et en matière administrative. Donc tout ça nécessite un temps et une période de discussion, j'allais dire, assez longue. Et ça, à la rigueur, c'est pas le plus grave. Mais voilà, il n'y avait pas de blocage vraiment violent, mais on a un peu de mal à avancer parce que chacun, et c'est peut-être justifié, mais campe un peu sur ses positions. Donc voilà, mais là, on a quand même prévu, en tout cas c'est l'objectif qu'on se fixe, de finir les négociations en trilogue avant l'été. Sur la partie éco-scheme, vous dites qu'est-ce qui rend peut-être un peu frileux tout le monde, c'est le caractère nouveau. L'ambition environnementale dans la politique agricole commune jusqu'à cette réforme avait tendance à être basée sur des objectifs de moyens où finalement on disait dans chaque État membre, à chaque agriculteur,
de respecter à peu près la même règle sans être vraiment soucieux, ou en tout cas sans être vraiment précis sur le résultat qu'on en attendait. Et du coup, ça a produit ce que ça devait produire, un peu de mauvais résultats ou peu de résultats, là où on en aurait attendu un peu plus. Donc, je ne dis pas que la PAC a pas relevé les défis environnementaux, mais en tout cas, les dispositifs qui étaient proposés ne permettaient pas d'être optimum dans ce domaine-là. Et donc là, dans ces fameux éco-schemes, la doctrine, j'allais dire, a changé, le paradigme a évolué et on se fixe plutôt des objectifs de résultat. C'est-à-dire qu'on veut récompenser la performance, le résultat. On veut inciter plutôt que de sanctionner les agriculteurs ou les États membres qui ne respecteraient pas la règle. Donc du coup, tout ça, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur aux agriculteurs et à la profession parce qu'on ne sait pas trop quelles règles vont arriver et est-ce qu'on pourra rentrer dedans. Ça fait peur aux États membres parce que c'est une nouveauté administrative aussi. Donc, comment on va pouvoir contrôler tout ça? Comment on va pouvoir accompagner financièrement sans que ce soit trop complexe les agriculteurs? Et comment surtout on va atteindre les objectifs qu'on se fixe grâce à cette ambition environnementale. Donc, ça peut faire peur. C'est normal que les gens et que les différents acteurs s'inquiètent un petit peu. Mais je pense que le simple fait de changer un peu la manière de voir les choses et de passer d'une politique de résultats plutôt qu'à une politique de moyens, eh bien, moi, j'y crois assez et je pense que les agriculteurs seront en capacité d'aller chercher justement l'accompagnement financier qu'on leur proposera pour atteindre les objectifs. Et l'idée, c'est vraiment là, c'est de faire en sorte que dans ce premier pilier de la PAC, il y a un maximum d'agriculteurs qui puissent relever les défis grâce à des dispositifs accessibles. Loïc Madeline, j'imagine qu'en tant que fédération, vous surveillez de près ces négociations et je crois savoir aussi que vous participez évidemment à la rédaction du plan stratégique national pour la France. Ah oui, alors si je participais à moi seul, ça serait super, ce n'est pas le cas. On tente d'avoir une influence sur ce plan stratégique national. Je pense, comme Jérémy le disait, Jérémy de Serle précédemment, que ce qui bloque, c'est la peur. Ce qui bloque, c'est la peur, et ce n'est pas tant la peur de cette construction, c'est peut-être la peur de cet objectif très ambitieux, très affiché par l'Union européenne, hein, renforcer l'agriculture biologique, protéger l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique, et un ensemble de défis que finalement, on se demande si on est bien en capacité de relever la totalité. Après, il y a aussi une mécanique dans cette PAC qui peut être un facteur très bloquant, hein. Ce premier pilier de la PAC, il y a deux piliers dans cette PAC, pour ceux qui connaissent un peu moins l'architecture. Ce premier pilier, il est constitué de ce qu'on appelle les aides plutôt directes, hein. Donc c'est un pilier qui est assez peu transformatif. Et on a un deuxième pilier qui a vocation plutôt à faire du développement agricole et rural. Dans ce premier pilier, cet éco-scheme, il est censé représenter entre 20 et 30% de la totalité de ces 7,5 milliards d'euros qui seront alloués. Et ces 25 à 30%, eh bien, ils sont discutés, ils sont discutables, hein. Nous, du côté de la Fédération nationale d'agriculture biologique, on plaide pour que cette partie verte de ce premier pilier soit accessible avec des enjeux et des objectifs, comme le rappelait mon collègue précédemment. C'est-à-dire qu'il faut qu'à minima, cette partie de 20 à 25%, 25 peut-être, 30, on ne sait pas, 40 dans certains États, cette partie qui était jusque-là très peu transformative, le devienne justement en y mettant des objectifs, et des objectifs qui ne soient pas de simples petits objectifs, mais des objectifs à la hauteur des ambitions que j'ai citées précédemment. Cécile, vous souhaitiez réagir sur l'architecture de la PAC et ce sera le dernier mot sur la PAC parce qu'il y a beaucoup de sujets que j'aimerais encore aborder. Alors oui, ces éco-régimes, c'est certainement… Alors, on vous a dit rapidement, premier, deuxième pilier, le vrai intérêt,
c'est que donc le premier pilier, il est financé 100% par l'Europe, hein, alors que le deuxième pilier, ce sont des cofinancements. Et le grand intérêt de cette proposition d'éco-régime, c'est de permettre un financement de mesures ambitieuses d'un point de vue environnemental, financées par l'Europe. Et donc, on peut espérer une ambition européenne pour des questions environnementales. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est justement ces plans stratégiques nationaux, et que si y a un vrai enjeu pour la Commission, et ça sera intéressant d'avoir la réaction de notre collègue de la Commission, c'est que de s'assurer qu'il y ait une cohérence d'ensemble de ces plans stratégiques nationaux pour que l'ensemble du dispositif aille dans le même sens. Donc, d'un côté, c'est une vraie opportunité, ces éco-régimes, pour, comme le disaient les deux intervenants précédents, mettre sur la table une ambition environnementale, mais il faut bien faire attention que cette déclinaison à l'échelle de chaque pays, de chaque État membre, il faut s'assurer que tout le monde aille dans le même sens et ait la même ambition. Sinon, on se retrouvera avec des distorsions de concurrence qui seront juste insoutenables. Madame Panichi, rapidement, vous souhaitez du coup compléter peut-être sur comment allez-vous assurer à la Commission cette cohérence entre les différents plans stratégiques? Je serai bref. Donc, en fait, nous, on a déjà contribué à l'unité qui s'occupe des relations avec les États membres pour la question de la PAC à rédiger les recommandations. Donc, on a fait une analyse de ce que étaient les nécessités par pays, quels étaient les niveaux de surface occupés par les bio maintenant. Et on a, de cette façon, rédigé les recommandations en mettant bien en évidence cette différence. Certains pays qui ont déjà un niveau de bio très développé sur leur territoire, certains d'autres qui sont assez derrière. Et bien sûr, tout ça sera fait dans une évaluation des plans stratégiques qui soit la plus harmonieuse possible pour permettre justement d'éviter qu'il y ait de grosses différences dans l'application après de plans stratégiques. Donc, sur ça, il y a une vraie volonté de créer quelque chose d'harmonieux et solide. Merci d'avoir été brève. Mylène Testul-Neves, je reviens vers vous et j'aimerais parler avec vous un petit peu compétitivité, et j'aimerais savoir si, en imposant davantage de normes alors environnementales ou en tout cas durables, est-ce que les agriculteurs européens pourront rester compétitifs sur le marché international? Alors, c'est une vague, c'est une question importante, mais vaste, j'allais dire. La compétitivité, il y a plusieurs formes de la mesurer. La collègue de l'INRA pourra sans doute compléter, mais effectivement, la compétitivité, on parle de compétitivité coût ou prix, qui se vraiment mesure à la capacité d'être en compétition pour un même type de produit qui peut être une matière première un peu générique sur le prix offert parce qu'on a tiré ses coûts vers le bas grâce par exemple à des économies d'échelle. Et puis on a la compétitivité hors coût ou hors prix qui va se retrouver là dans la qualité des produits qu'on est capable d'offrir, de mettre sur le marché, une valeur ajoutée que l'on crée, que l'on porte. Et donc le label agriculture biologique, que ce soit l'Eurofeuille ou le label AB d'ailleurs en France, sont porteurs tous deux finalement de valeurs ajoutées qui se retrouvent dans la compétitivité hors coût. Donc le bio peut être un moyen finalement de rester compétitif dans un marché ouvert dans lequel entrent en concurrence des agricultures conventionnelles, agroécologiques, bio ou non bio, et avec des attentes du consommateur qui sont diverses et variées, comme on l'a vu, avec des consommateurs changeants qui n'ont pas tous les mêmes, qui sont capables de manger bio et non bio ou d'avoir différents comportements. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je pense que la compétitivité, elle peut se mesurer à l'aune aussi de la capacité à proposer des produits sains, des produits qui répondent aux demandes des consommateurs et pas simplement au regard de prix et de la compétition sur le marché mondial pour les grandes commodités.
Merci Cécile d'étendre de descendre. Je vous redonne tout de suite la parole, puisque vous aviez été interpellé. On reviendra vers vous ensuite, Félix Noblia, pas de souci, puisque j'aimerais de toute façon élargir aussi aux enjeux économiques de cette transition et de voir si justement un niveau de compétitivité sur les normes environnementales peut aussi être une opportunité de croissance économique. Non, Mylène a très bien dressé le cadre général de la réflexion sur des questions de compétitivité. Et peut-être juste un mot supplémentaire, c'est que derrière ça, il y a clairement la question des règlements aux frontières. C'est-à-dire que, donc, de facto, si l'Europe, la France et l'Europe mettent et sont très volontaristes dans de la réglementation environnementale, sanitaire, sociale aussi, eh bien à ce moment-là, il va falloir clairement être aussi très volontariste dans l'organisation des réglementations aux frontières pour éviter justement cette distorsion de concurrence. Mais sinon, l'ensemble du cadre de questions sur la compétitivité ont été très très bien posées. Félix Noblia, vous souhaitiez réagir? Oui, sur l'ensemble de tous les sujets qu'on vient de balayer. En fait, je suis très touché personnellement par tout ce dont on parle, parce que quand on parle de compétitivité, en fait, de quoi on parle, quoi? On parle d'agriculture. Donc l'agriculture, déjà, il y a deux personnes qu'elle doit faire vivre. C'est les gens qui vont manger les produits et ceux qui les produisent. Pour l'instant, est-ce qu'on répond à ces objectifs? Est-ce qu'on a une politique agricole qui sert à nourrir les gens ou une politique agricole qui sert à la compétitivité? Mais il faut atterrir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, en termes de bilan importation-exportation, on importe plus qu'on exporte. On est en train de perdre notre autonomie alimentaire, et encore heureusement qu'il y a le vin. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Enfin, aujourd'hui, les agriculteurs français, je ne crois pas que leur problème, c'est d'avoir gagné trop d'argent. On parle de plans stratégiques nationaux, d'éco-régime. C'est quoi le but? C'est de faire tourner l'administration sur elle-même, là, en cercle continu? Là, aujourd'hui, les éco-régimes, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on demande aux agriculteurs d'en faire plus avec autant de moyens. On nous dit, oui, le Green Deal, c'est pour sauver la planète par rapport aux enjeux climatiques et tout ça. Si vous voulez une opportunité de croissance, on met en place de la rémunération de services écosystémiques et du paiement de carbone par d'autres financements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ma ferme, elle stocke 1,5 tonne de carbone par hectare et par an. Donc 150 hectares, donc ça fait 220 tonnes de carbone stocké par an. Donc mes 220 tonnes de stocké par an, est-ce qu'elles valent 30 €? Est-ce qu'elles valent 40 €? Qui c'est qui me les achète? Et comment on met en place quelque chose qui ne soit pas une usine à gaz? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez ramener de la valeur ajoutée sur les fermes, c'est possible. Vous payez la dépollution de l'eau, vous payez le stockage carbone, on peut payer la biodiversité, on peut payer la santé. En fait, on peut imaginer payer ces choses-là. Mais par contre, c'est des transferts de financement. Ou c'est de l'argent privé. On demande aux entreprises de faire la compensation carbone, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul moyen de sauver l'humanité, c'est de transformer l'agriculture pour avoir une agriculture qui stocke du carbone dans les sols. Et donc, on peut tout faire en même temps. On peut sauver les agriculteurs, parce qu'en fait, si vous avez une agriculture qui stocke plus de carbone, donc des sols qui augmentent en matière organique, vous allez avoir des sols qui vont mieux filtrer l'eau, qui vont plus garder les éléments polluants, qui vont décomposer les éléments polluants, qui vont avoir plus de biomasse qui vont pousser. Plus de biomasse qui vont pousser, ça veut dire plus de racines. Plus de racines, en fait, c'est des cercles vertueux. Si on a plus de racines, plus de biomasse, des températures qui vont refroidir, du coup, dû à l'effet de la biomasse et de la transpiration de l'eau, en fait, on peut inverser les processus de dérèglement climatique. Par contre, il faut avoir une politique agricole qui soit forte. Et on n'essaye pas de faire mieux avec autant. C'est qu'il va falloir déplacer des financements. Donc, si on rajoute 50 milliards d'euros à l'échelle de la PAC pour stocker du carbone sur les fermes, effectivement, on peut sauver le monde. Si on continue comme ça, juste en faisant tourner l'administration... Non, selon vous, j'allais vous demander si finalement on aurait pu croire que vous vous réjouiriez, en tout cas, pour l'éco-régime, c'est que ça ne va pas assez loin, ou c'est que vous proposez même vraiment un changement de paradigme, si on vous écoute? Mais ça, bien évidemment, il faut changer de paradigme, sauf qu'aujourd'hui, le monde agricole n'est pas prêt. C'est-à-dire que si vous changez de paradigme et que vous redonnez de l'autonomie aux agriculteurs, parce qu'en fait, le seul moyen de récupérer la valeur ajoutée, c'est soit d'augmenter les produits, soit de diminuer les charges.
Mais dans tous les cas, si on augmente les produits, ça veut dire qu'on va récupérer de la valeur ajoutée. Si on va récupérer de la valeur ajoutée, ça veut dire qu'on va vendre en direct. Et si ou qu'on produit plus, mais à un moment donné, on est arrivé à la saturation des systèmes conventionnels qui arrivent à produire plus. Et donc, du coup, la question, c'est donc de vendre plus cher. Et après, en diminuant les charges, c'est qu'on utilise moins d'intrants. Donc, dans tous les cas, le système industriel phytopharmaceutique et en comptant les engrais dedans, va perdre des parts de marché parce que les agriculteurs vont récupérer de l'autonomie. C'est la seule solution qu'on ait pour avoir des agriculteurs qui gagnent plus de l'argent et pour avoir un monde qui soit plus durable en termes d'agriculture. C'est-à-dire qu'en stockant du carbone dans les sols, à l'échelle de la France, on pourrait stocker 30 millions de tonnes de carbone par an. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'échelle, avec des systèmes de polyculture, élevage agroforestier. Mais ça, il faut aller plus loin, il faut aller plus fort. Et c'est maintenant, en fait, c'est pas dans 6 ans, dans 10 ans. Et un objectif, c'est de nourrir les Français, de nourrir l'Europe. C'est pas d'aller exporter des trucs, sinon on va finir dans le mur et on ne pourra plus transmettre les fermes et c'est fini. Merci beaucoup, je suis désolé, malheureusement, je dois vous interrompre. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne pourra pas aborder, évidemment. J'aurais beaucoup aimé qu'on puisse encore développer cette question. J'ai 2 dernières petites questions avant qu'on passe aux questions de notre audience. Et donc, je vous demanderai d'être vraiment précis, concis et concise. Alors, évidemment, j'aurais aimé parler de biodiversité, notamment de gaspillage alimentaire, qui sont aussi des parties intégrantes de la stratégie de la ferme à la fourchette. Mais je vais me concentrer sur 2 autres points. Je vais commencer avec vous, Mylène Testu-Neves. Vous parliez tout à l'heure de formation et de l'importance de la formation pour l'innovation aussi sur le long terme. Et c'est notamment un des points mis en avant dans le plan Ambition Bio 2022, le plan français. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, puisque ça me semble du coup tout à fait pertinent. Ça semble aller de pair avec finalement cette stratégie. Oui, tout à fait. Donc, le programme Ambition Bio, comme je le disais, il a plusieurs axes, dont un axe effectivement sur la production, un axe de structuration des filières, un axe sur la consommation, un axe sur la recherche, un axe sur la formation et un axe sur la réglementation et également un axe qui concerne notre territoire d'outre-mer. Et donc sur la formation, pour nous, l'idée était d'accompagner l'effort de formation dans les différents secteurs. Et donc la formation, c'est à la fois la formation initiale, donc d'être capable de proposer des contenus qui font prendre conscience des enjeux de l'agriculture et de l'agroécologie dès la formation initiale, mais c'est aussi les formations continues et les formations supérieures. Et donc on a un écosystème riche en France, au niveau de la formation, que ce soit la formation publique ou privée. On a un réseau qui s'appelle le réseau FormaBio, qui a été créé et qui travaille en lien avec les réseaux professionnels et les établissements d'enseignement technique. Et on a même un RMT qui a été créé, un réseau mixte technologique qui Transfobio, qui travaille, qui a mis en place un certain nombre de recommandations pour travailler notamment avec l'enseignement supérieur agrologique, donc dans agronomique, pardon. Et donc dans notre plan ambition, dans notre programme Ambition Bio, on a mis en place différentes actions pour essayer de faire entrer davantage des modules qui concernent l'agriculture biologique, notamment dans les différents types de formations que j'ai mentionnées. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque du coup, on n'a pas trop le temps. Merci beaucoup, mais en tout cas, c'était très clair. Et je voulais également demander, du coup, une dernière question avant de passer aux questions de l'audience, à monsieur l'eurodéputé Jérémy Desserles. On parle depuis tout à l'heure de l'enjeu environnemental, mais finalement aussi les produits biologiques, c'est aussi un enjeu de santé publique. Et la stratégie semble aussi vouloir promouvoir une nouvelle façon de s'alimenter. Comment on peut inscrire justement ces changements d'habitude et de mode de vie dans la durée? Quand il s'agit par exemple de moins de viande, plus de bio, pour citer les 2 exemples les plus caricaturaux. Comment on peut faire déjà en liant encore une fois ces stratégies à la réalité aussi des attentes sociétales, à la réalité aussi de la situation globale en matière d'environnement et d'enjeux, et en liant ça aussi, et je crois que Félix, dans son intervention un peu musclée tout à l'heure, nous l'a fait comprendre aussi, il faut qu'il y ait des ambitions qui soient politiquement
et courageusement menée, quoi. Et donc là, aujourd'hui, voilà, effectivement, on parle du Green Deal, on parle de la stratégie Farm to Fork, on parle de la stratégie biodiversité pour régler une problématique alimentaire qui est certes présente, mais qui n'est peut-être pas non plus pour l'instant dramatique, et où on voudrait, voilà, par le fait de consommer autrement, jouer sur l'environnement, l'écologie. Ben, pour faire tout ça, c'est pas juste en claquant des doigts et en disant à un secteur allez-y, nous on veut que vous alliez dans ce sens-là. Il faut mettre des moyens économiques, il faut qu'il y ait des moyens humains aussi. Moi j'aimerais, et je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, mais que dans la stratégie Farm to Fork, on se pose réellement la question aussi des hommes et des femmes qui vont produire demain. Est-ce qu'ils sont assez nombreux? La démographie agricole de l'Europe est quand même catastrophique. Et aujourd'hui, on veut essayer de mieux manger et de faire évoluer les modes de consommation alimentaire, à mon avis, en oubliant de se poser certaines questions ou en ne les creusant pas assez. Et donc, notre capacité à faire évoluer les modes d'alimentation, eh ben, il réside dans notre capacité justement à être cohérent et à mettre les réels moyens sur nos ambitions. Merci beaucoup. Et oui, si j'en parle, c'est parce que justement, dans les 27 actes législatifs que propose la stratégie de la ferme à la fourchette, il y a notamment ce programme de l'UE à destination des écoles, justement, pour parler alimentation. 2 questions de l'audience que j'ai retenues. La première, je vais plutôt l'adresser à Elena Panicchi. Et en fait, c'est Bastien Fitoussi qui se demande, tout à l'heure, vous avez parlé d'un objectif de 25% des terres agricoles en agriculture biologique. Alors aujourd'hui, ce chiffre, il est de 8%. Et Bastien Fitoussi se demande sur quelle base ces objectifs ont été fixés et s'interroge notamment s'il y a eu une étude d'impact. Non, les objectifs ont été fixés sur base de ce qui sont les ambitions qu'on veut démontrer vis-à-vis le monde extérieur. Donc, le bio, maintenant, c'est à un niveau de 8,5% de surface européenne, qui à niveau européen. Donc, si on continue avec des projections sur les status, disons, sur le business as usual, donc sur le développement actuel des surfaces, on aboutirait à des surfaces à plus ou moins d'ici 2030 à 15-18% de surface bio, de surface en bio. Donc, c'est le 25%, c'est un objectif ambitieux, mais qui c'est les 10% en plus de ce que sont les attentes dans une situation normale. Même pas, disons, si on prend le 18 comme résultat. Donc, ça veut dire que c'est pourquoi 25? Parce que c'est à un niveau qui est possible d'atteindre en 2030, dans le sens qu'avec tout l'engagement et tout l'effort, comme je dis au début, le bio a gagné une importance politique extraordinaire. Beaucoup de ressources sont focalisées maintenant pour le développement du bio. Donc, ça veut dire que c'est possible de l'atteindre et c'est un objectif raisonnable. Félix, vous semblez avoir des réserves sur ces 25%. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comparé au marché international, le marché bio est fermé en Europe quasiment. C'est-à-dire que c'est l'offre et la demande qui créent le prix du marché bio. Si vous basculez 25% des fermes en bio, enfin, je sais pas comment. Moi, je suis aujourd'hui candidat pour Europe Écologie pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et ma spécialité, c'est vraiment l'agriculture. On a vraiment intérêt à ce que le marché suive l'évolution de l'offre. Si le marché ne suit pas l'évolution de l'offre, les dynamiques d'offre et de demande peuvent tuer les agriculteurs. En fait, il faut vraiment être très, très vigilant par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est indispensable. On a vraiment besoin absolument de faire évoluer le marché en fonction de l'offre. Et si on augmente trop rapidement l'offre, le marché, on tue les agriculteurs. Donc, il faut être très, très vigilant à ça si on veut. Le but, c'est que les agriculteurs bio, et que même l'ensemble des agriculteurs,
puisse continuer à vivre et être là demain. Merci Félix, je suis désolé, je vous interromps encore à nouveau, mais c'est parce qu'on arrive près de la fin du débat. Mylène, vous souhaitiez réagir? Pour finalement aller dans le même sens que Félix, c'est un point que l'on a, nous, au niveau français, souligné lors de la préparation de nos positions sur la stratégie Farm to Fork et le plan d'action bio. Il faut vraiment que le marché et l'offre soient en adéquation pour éviter de créer une suroffre qui ferait s'effondrer les prix et ne permettrait pas de rémunérer correctement les producteurs. Donc pour cela, on a demandé à ce qu'on puisse avoir un suivi, un monitoring des indicateurs qui permettent de suivre de manière fine les marchés et l'adéquation offre-demande et qu'on anticipe au maximum d'éventuelles crises qui pourraient venir à se créer. Et je voulais aussi mentionner qu'au niveau français, on a créé un fonds Avenir Bio depuis pareil une dizaine d'années qui permet d'accompagner la structuration des filières et on l'a construit exactement dans cet esprit, c'est-à-dire d'accompagner non seulement la transition en agriculture biologique, la conversion, mais que derrière, on ait un tissu économique au niveau des territoires qui permettent d'écouler correctement les produits avec différentes offres. Certes, il y a la vente directe, mais derrière, il y a aussi besoin de transformation à plus ou moins grande échelle et d'atteindre des consommateurs sur différents marchés. Et donc, le Fonds Avenir Bio a permis de développer des projets depuis plusieurs années dans ce sens-là pour avoir une bonne adéquation et un marché qui se crée de manière harmonieuse et tranquillement en suivant vraiment que l'offre et la demande soient en bonne adéquation. Merci Elena Panichi, je vous laisse la chance de répondre évidemment. Est-ce que vous l'entendez, ce risque de suroffre? Mais merci pour la réponse, pour me donner la possibilité de répondre, parce qu'en fait, ça, c'était un peu l'esprit avec lequel nous, on a bâti, on a construit notre action plan. Donc, on sait bien qu'une croissance trop subitaine de surface peut amener à certains déséquilibres du marché, mais c'est justement pour ça qu'on a conçu les plans d'action, surtout qui vise à renforcer, à booster la consommation. Donc, tous les premiers axes de l'action plan, ça mise sur l'augmentation de la consommation à travers l'augmentation de financement pour la promotion, augmentation de produits bio dans les cantines publiques, que c'est déjà un programme qui est bien développé en France, mais c'est pas le cas dans tous les restes de l'Europe. Donc, c'est vraiment prendre tout ce qui ont été jusqu'à maintenant les meilleures expériences dans les différents pays. Et on a aussi, par exemple, les cas des cantines en Danemark, en Autriche, etc. Et les proposer à niveau européen pour faire en sorte que dans les cantines, il y ait plus de consommation du bio. Les autorités publiques fassent plus d'utilisation de Green Public Procurement, donc je ne sais pas les noms français, pour faire en sorte que vraiment les bio soient à la une dans tout ce que c'est la restauration et augmenter de cette façon la consommation. De cette façon, nous, on considère qu'un équilibre entre offre et demande, ça peut être maintenu et éviter, disons, une surproduction. Merci beaucoup pour cette réponse. Une toute dernière question, et vraiment, je vais vous demander d'être très rapide et j'aimerais la poser à Loïc Madeline. C'est notamment quelqu'un de l'audience, Henri de Grossouvre, qui nous dit que les labels bio sont différents selon les pays. Entre la France et l'Allemagne, par exemple, comment comparer? Et si j'élargis, évidemment, il existe des labels bio européens, mais c'est vrai qu'il y a des initiatives au niveau national, du coup, qui peuvent différer d'un pays à l'autre. Est-ce qu'il ne faut pas harmoniser tout ça? Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, alors il y a des petites variations et il y a des grands invariants. Et en effet, la force de ce label aujourd'hui, elle réside dans ces grands invariants, mais je suis d'accord qu'on doit tous travailler à l'échelle française et européenne à la montée en gamme de ce label. Hein. C'est pas terminé, ce label. Il peut encore s'améliorer, il va encore s'améliorer, il doit encore s'améliorer. Et je pense que ces variations entre pays ou entre États membres, elles doivent être tirées par le haut et par une action commune d'amélioration de ce label. Merci beaucoup pour votre précision. On arrive à la fin de ce débat. Merci à tous vraiment d'avoir participé. J'aimerais vous redonner à nouveau la parole, comme au tout début, pour un mot de conclusion. Madame Panichi, si vous voulez bien commencer.
Oui, bon, je ne peux que répéter ce que je dis au début. C'est vraiment le moment du bio. Il faut saisir cette opportunité et pour guider la transition vers une Europe, un système agroalimentaire européen durable. Merci beaucoup. Jérémy Desserles, si vous avez un mot de conclusion ou si vous voulez revenir, ce qui était intéressant, si vous parliez de pragmatisme et alors je me l'ai noté, oui, de pragmatisme au début qui était nécessaire justement. Bah oui, je finirai là-dessus. Enfin, je vous remercie encore de nous avoir permis cet échange. Et je pense vraiment que l'Europe, les politiques européennes doivent être le plus pragmatiques possible. Juste pour finir et redonner un exemple, on parlait de l'alimentation dans les cantines. Juste pour savoir qu'en France, 50% de la viande consommée dans les cantines de nos enfants est importée. Je pense qu'en matière voilà, de qualité des aliments et notamment pour lutter contre le changement climatique, il y aurait déjà possibilité d'essayer de travailler pour que les viandes qui sont consommées dans les cantines nationales des États membres soient le plus souvent issus du pays d'origine. Donc voilà le type d'exemple sur lequel nous devons essayer de travailler pour rendre un peu plus cohérentes et donc plus durables nos politiques alimentaires. Voilà, merci. Merci à vous. Mylène Testu-Neves, votre mot de la fin. Oui, ben, un peu comme Elena, je vais un peu répéter la même chose. Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, à savoir que c'est le moment du bio, qu'il faut le saisir. Et je dirais qu'au niveau français, on est prêt collectivement, je pense, à s'en saisir. Et nous, au niveau de l'État français, on est prêt, bien entendu, à travailler avec tous les acteurs et à les accompagner avec tous nos outils présents ou nouveaux à créer. Que ce soit dans le cadre du programme Ambition Bio qu'on va devoir renouveler en 2022, que ce soit avec l'aide de nos opérateurs, et j'insiste pour les citer et les remercier de leur travail précieux au jour le jour, que ce soit l'Agence Bio ou l'INAO, mais également d'autres opérateurs publics qui nous aident, et que ce soit bien entendu dans notre plan stratégique national de la prochaine PAC, puisque ce sera un élément important pour l'ambition de la bio, mais également la recherche et développement, la formation, tout ce que j'ai précédemment mentionné. Le message est passé. Merci beaucoup. Loïc Madeline. Eh bien, cette stratégie de la ferme à la fourchette, finalement, c'est un peu plus qu'une question agricole, un peu plus qu'une question alimentaire. Je crois que c'est véritablement une question de société, une question de projection et de projection dans un monde un peu incertain. Dans quel monde est-ce qu'on souhaite vivre et dans quel monde est-ce qu'on peut vivre? Je pense que, en effet, le développement de la bio au déficit de l'agriculture conventionnelle peut permettre de changer petit à petit, peu à peu, cette vision du monde. Et je crois qu'au cœur de tout ça, il y a la question de l'accessibilité. Je pense que pour que cette bio, elle réponde à un marché croissant, eh bien, il faut qu'on augmente l'accessibilité. Et on le disait tout à l'heure, je pense que les cantines sont un bon levier pour permettre le développement de cette bio dans un équilibre de marché et avec une forte accessibilité auprès de nos enfants. Voilà les défis de l'agriculture biologique. Cécile Détang-Descendre, votre mot de la fin. Alors, cette nécessaire transformation, telle que la souligne aussi bien Elena que Mylène, de ces systèmes, ils sont toujours trop chers. Il faut bien avoir en tête que ces transformations, elles ont un coût. Ce sera toujours trop cher pour ceux qui doivent changer et elle n'ira jamais assez vite pour ceux qui la demandent. Et certainement qu'une des options et qu'une des solutions pour la légitimité accrue des dispositifs qu'on va mettre en place, c'est la reconnaissance des bénéfices de santé et d'environnement dès la transformation et donc la mise en place des paiements pour services environnementaux tels que Félix les a notamment signalés dans ses interventions. Merci beaucoup. Et justement, enfin, Félix Noblia. Alors, l'agriculture de ces 70 dernières années, majoritairement, ça a été un peu l'agriculture du NPK. L'agriculture, je pense, des 70 prochaines et de la suite, si on arrive à créer une suite, ce sera l'agriculture de la biologie. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que toutes les réponses à nos mots sur le fonctionnement de ce qu'on voit dessus, c'est dans le sol. C'est le sol, la réponse. C'est le vivant du sol. On doit investir dans la recherche. Donc ça, c'est impératif d'investir dans la recherche pour faire de la conservation, pour mesurer les externalités des systèmes les plus vertueux et sur les moyens de les transposer, de les dupliquer.
Enfin, c'est l'enjeu, ça doit être de donner de l'autonomie aux agriculteurs, de diminuer les risques et d'avoir un système qui soit durable. Un système qui est durable, c'est un système qui préserve la ressource et qui améliore l'outil de travail qui est le sol, en fait, qui ne nous appartient pas, mais qui appartient aux générations futures. Si on veut que ces générations futures puissent se nourrir, en fait, c'est notre responsabilité. Un dernier point, c'est aujourd'hui, moi, si je stocke du carbone dans mes sols, c'est grâce à mon élevage bovin. C'est-à-dire qu'il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que des vaches, des herbivores qui mangent de l'herbe en pâturage, ça répond aux enjeux environnementaux et ça stocke du carbone dans les sols. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui la question c'est comme si je vous dis, vous polluez parce que vous vous déplacez. Est-ce que vous mélangez l'aviation d'affaires et la marche à pied? Aujourd'hui, dans l'élevage, ce qu'il faut dire, c'est que nos élevages français, ils sont vertueux. Et encore plus, il y en a qui sont 100% à l'herbe, comme moi. Et donc, ces 100% à l'herbe, c'est là où on répond aux enjeux climatiques. Et donc, on a de la viande qui est riche en oméga 3. Donc, on a la viande qui répond aux enjeux de la santé, qui répond aux enjeux de l'eau, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est la complémentarité entre les céréales, la viande, le maraîchage et l'arbre qui fait le fonctionnement global de la ferme. Et donc, le dernier mot, c'est qu'en fait, c'est notre responsabilité, c'est ne ratons pas le rendez-vous de l'histoire. Ne ratons pas le rendez-vous de l'histoire, c'est noté. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous 6 d'avoir participé à ce débat. Merci à notre audience qui a posé pas mal de questions. J'ai dû faire un choix, malheureusement. J'aurais aimé qu'on aborde encore beaucoup de choses. C'est ce que je disais, la biodiversité, le gaspillage alimentaire. Voilà. Mais ce sera peut-être l'occasion d'un prochain débat. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Euractiv pour un prochain débat, pour une prochaine conférence virtuelle. Au revoir.